découvrant un SMS suspect sur le téléphone de ma femme, j'ai piégé son amant en lui demandant de venir. Mais lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai instantanément regretté mon geste en découvrant son identité. Une trahison inattendue. Le téléphone portable de ma femme a vibré sur le lit à 9h14 un samedi matin. J'étais près de la fenêtre, une tasse de café à la main, et elle était dans la salle de bain, se préparant, fredonnant une chanson que je ne reconnaissais pas. L'écran s'est allumé et mes yeux sont tombés involontairement sur le message. Je peux encore sentir ton parfum. La nuit dernière était une nuit incroyable. Je l'ai lu une fois et je n'ai pas compris. Je l'ai lu 2 fois et mes mains sont devenues froides. Je l'ai lu 3 fois et le café a perdu son goût. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé en moi à ce moment-là. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était quelque chose de plus silencieux, comme quand toute une maison perd soudainement l'électricité et que vous restez debout dans l'obscurité, attendant que vos yeux s'habituent. J'entendais l'eau du robinet couler derrière la porte de la salle de bain. J'entendais ma femme fredonner et j'étais là avec son téléphone portable allumé sur notre lit, le lit que nous avions acheté ensemble il y a 16 ans. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire, quelque chose que je regretterais 5 minutes plus tard quand ma sonnette retentirait. J'ai pris le téléphone portable, mes doigts tremblants alors que je tapais une réponse. Viens maintenant, je suis seul. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai supprimé le message envoyé pour qu'elle ne le voie pas et j'ai remis le téléphone portable exactement là où il était, écran vers le bas comme si mes mains ne l'avaient jamais touché. Puis je suis allé à la porte d'entrée et j'ai attendu. Mais avant de vous dire qui s'est présenté à ma porte ce matin-là et pourquoi en le voyant, j'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds, il faut que vous compreniez qui j'étais jusqu'à ce samedi. Parce que jusqu'à ce samedi, j'étais un homme qui pensait avoir tout compris. Mon nom est Olivier. J'ai 44 ans. Je suis ingénieur civil. Je supervise des chantiers de construction depuis presque 20 ans. Et pendant 16 de ces années, j'étais marié à Léa. Je l'ai rencontrée au mariage d'un collègue. Elle avait les cheveux relevés et riait la tête en arrière sans aucune honte avec ce rire qui remplit une pièce. J'étais un homme timide et elle était tout le contraire. Je pense que c'est pour ça que ça marchait. Elle parlait et j'écoutais. Elle rêvait à voix haute et je construisais en silence. Notre vie était en apparence la vie que tout le monde souhaiterait. Une maison à 2 étages dans un quartier calme que j'ai fini de payer il y a 3 ans avec beaucoup d'efforts. Pas d'enfants. Non pas que nous n'ayons pas essayé, mais la vie en a décidé autrement. Et avec le temps, nous avons appris à remplir cet espace avec des voyages, avec des dîners, avec des projets. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Mes économies, un peu plus de 180 000 €, économisés pendant 2 décennies de travail, étaient destinées à un rêve que nous partagions. Vendre tout un jour et déménager près de la mer, pour vieillir ensemble, à regarder l'eau. Je vous dis cela parce que j'ai besoin que vous compreniez que je n'étais pas un homme méfiant. Je ne vérifiais jamais son téléphone portable. Je ne lui demandais jamais à qui elle parlait. Quand elle commençait à rentrer plus tard de ses cours de yoga le jeudi, je lui réchauffais son dîner. Quand elle portait un nouveau parfum, un parfum doux qui n'était pas son style, je lui disais qu'elle sentait très bon. Quand elle restait éveillée tard à envoyer des messages sur son téléphone, souriant à l'écran, je pensais, comme c'est agréable qu'elle ait des amis qui la fassent rire. Un homme confiant ne voit pas les signes. Il les arrange. Il leur invente des explications parce que l'alternative fait trop mal. Ce samedi matin était un matin ordinaire. Nous avions prévu de prendre le petit déjeuner ensemble, puis d'aller à la pépinière pour acheter des plantes pour le jardin. Léa s'est levée de bonne humeur, m'a embrassé sur la joue, a dit qu'elle allait prendre une douche rapide. Je suis descendu faire du café, je suis remonté avec les 2 tasses, et c'est à ce moment-là que le téléphone portable a vibré sur la couette. Je peux encore sentir ton parfum. La nuit dernière était une nuit incroyable. La nuit dernière, j'ai repassé la nuit précédente dans ma tête comme quelqu'un qui cherche une pièce perdue dans une pièce sombre. La nuit d'avant, Léa était allée à la fête de départ d'un collègue. Elle est rentrée après minuit. J'étais à moitié endormi et je l'ai senti se glisser dans le lit à côté de moi. J'ai senti son doux parfum mêlé à autre chose et je n'y ai rien pensé. Je n'y ai rien pensé. Le numéro n'était pas enregistré avec un nom, juste des chiffres. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont c'était écrit, dans le rythme des mots, qui me semblait étrangement familier, comme une voix entendue à travers un mur.
Et c'est pourquoi j'ai répondu, ce n'était pas une stratégie. Ce n'était pas un plan astucieux. C'était l'impulsion désespérée d'un homme qui avait besoin de mettre un visage sur sa douleur. J'ai écrit, viens maintenant, je suis seul. J'ai effacé la preuve et je suis descendu avec des jambes engourdies. Pendant qu'à l'étage, ma femme continuait à fredonner devant le miroir, insouciante de tout, se maquillant pour une journée de plantes et de jardinage. Je me suis tenu près de la porte d'entrée. Mon cœur battait si fort contre ma poitrine que mes côtes me faisaient mal. Une partie de moi priait pour que personne ne vienne. Pour que le numéro réponde, tu es fou? C'est samedi. Pour que tout ait une explication ridicule et innocente qui nous ferait rire plus tard. 2 minutes passèrent. Silence. 3 passèrent. J'entendis le sèche-cheveux s'éteindre à l'étage. 4 passèrent. Une voiture se gara devant ma maison. J'entendis la portière du véhicule se fermer doucement comme quelqu'un qui ne voulait pas faire de bruit. J'entendis des pas sur l'allée. Des pas rapides, anxieux, de quelqu'un qui connaissait le chemin. Et puis la sonnette retentit. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai posé ma main sur la poignée, et j'ai pensé pour la dernière fois que je pouvais encore ne pas l'ouvrir, que je pouvais rester immobile, laisser cette personne partir, et continuer à vivre dans mon confortable mensonge. Dans mes 16 ans de mariage et mes projets de maison en bord de mer. Il y a une étrange paix dans l'ignorance. Je le savais bien. Mais j'ai ouvert la porte et quand je l'ai vu, debout, un bouquet de fleurs à la main et un sourire qui est mort sur son visage quand il m'a vu, j'ai compris qu'il y a des trahisons qui ne détruisent pas un mariage. Elles détruisent une vie entière, une famille entière, une histoire entière, car je connaissais ce visage depuis le jour de sa naissance. J'ai instantanément regretté d'avoir envoyé ce message. Non pas parce que je voulais rester trompé, mais parce qu'il y a des vérités qu'une fois que vous les voyez de vos propres yeux, elles ne vous permettent plus de redevenir qui vous étiez. Et moi, debout à cette porte, l'odeur de ces fleurs me frappant comme une gifle, j'avais juste cessé d'être Olivier, l'homme tranquille, le mari confiant, le frère aîné qui pardonnait toujours tout. Les fleurs sont tombées par terre avant que l'un de nous ne dise un seul mot. Romain, mon frère cadet. Le garçon qui a appris à faire du vélo en s'accrochant à ma main. L'adolescent qui dormait dans ma chambre quand il faisait des cauchemars. L'homme qui a pleuré dans mes bras aux funérailles de notre père il y a 9 ans, promettant que nous prendrions toujours soin l'un de l'autre. Il était à ma porte à 9h23 un samedi matin avec un bouquet de fleurs fraîchement achetées et ses cheveux encore humides d'une douche. Il s'était préparé. Il sentait cette eau de Cologne chère qu'Adèle, sa femme, lui avait offerte pour Noël. Il était venu chez moi en 5 minutes parce qu'il pensait que ma femme était seule. J'ai vu son sourire s'effondrer au ralenti. J'ai vu ses yeux passer de mon visage aux fleurs, des fleurs à la porte, cherchant une échappatoire, une explication, un miracle. J'ai vu sa bouche s'ouvrir et se fermer 2 fois sans faire de bruit. Et j'ai vu, avec une clarté qui me fait encore mal, le moment exact où mon frère a compris que sa vie venait de se briser en deux, tout comme la mienne. Les fleurs ont touché le sol. Aucun de nous ne les a regardées. Je veux être honnête avec vous. À cet instant, des choses dont je ne suis pas fier me sont passées par la tête. J'ai eu l'envie de le frapper. J'ai senti mes mains se serrer d'elles-mêmes, mes jointures blanches, le sang monter. 44 ans de vie civilisée, d'être l'homme calme, le résolveur de problèmes, le médiateur. Et tout cela ne tenait qu'à un fil très mince devant un bouquet de fleurs étalé sur le sol de mon entrée. Mais alors j'ai entendu le sèche-cheveux s'éteindre à l'étage et quelque chose en moi a changé. Je ne peux pas le nommer. C'était comme si une porte se fermait en moi et qu'une autre, que je ne connaissais pas, s'ouvrait. La colère chaude s'est apaisée, et à sa place est monté autre chose, quelque chose de froid, d'ordonné, de patient. J'ai regardé mon frère, tremblant à ma porte, et j'ai entendu ma propre voix dire avec un calme qui m'a effrayé moi-même, « Entre Romain, le café est prêt. » Il a cligné des yeux. « Olivier, salut, ce n'est pas laisse-moi expliquer. » « Ramasse les fleurs, lui ai-je dit. Tu les as apportées pour quelqu'un. Ce serait dommage de les gaspiller. Je ne sais pas d'où venait cet homme qui parlait à travers ma bouche. Romain s'est penché lentement, a ramassé le bouquet d'une main tremblante, et est entré dans ma maison, la tête baissée comme il le faisait enfant quand il cassait quelque chose et savait que la punition allait arriver. Je l'ai conduit à la cuisine. Je lui ai versé une tasse de café. Mes mains ne tremblaient pas, et cela, plus que tout,
m'a donné l'impression de vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Olivier, s'il te plaît, a-t-il murmuré. Laisse-moi expliquer avant. Avant qu'elle ne descende. J'ai bu une gorgée de mon café et j'ai dit, détends-toi. Nous avons le temps. Elle se maquille. Cela prend environ 20 minutes. Tu devrais le savoir mieux que moi, n'est-ce pas? Les jeudis après le yoga, elle se maquille avant de rentrer à la maison. Et si elle venait directement ici? La couleur a complètement fui de son visage. Et là, j'ai tout confirmé. Les jeudis, les cours de yoga du jeudi. Mon frère n'a même pas essayé de nier. Il a baissé les yeux vers sa tasse et j'ai senti une partie du monde que je connaissais sombrer sans bruit. Comme un navire englouti par la mer la nuit sans témoin. Nous avons entendu les pas de Léa descendre l'escalier. Ce rythme qui lui était propre et que j'aurais reconnu parmi mille, celui que j'avais entendu pendant 16 ans. Elle disait quelque chose depuis le couloir d'une voix légère, celle de n'importe quel samedi. Chérie, le café est prêt? Je pensais qu'en plus des plantes, nous pourrions acheter ces grands pots en argile. Elle est entrée dans la cuisine et le monde s'est arrêté. J'ai vu beaucoup de gens effrayés dans ma vie. J'ai travaillé 20 ans sur des chantiers de construction. J'ai vu des accidents. J'ai vu de vraies frayeurs. Je n'ai jamais vu personne devenir aussi pâle que ma femme ce matin-là, son sac à main à la main, son rouge à lèvres fraîchement appliqué, et ses yeux passant de son mari à son amant assis à la même table, buvant le même café. Romain, a-t-elle dit, et sa voix s'est brisée au milieu du prénom. Quoi? Que fais-tu ici? Et puis j'ai fait la deuxième chose dont je ne me croyais jamais capable. J'ai souri. J'ai souri et j'ai dit, je l'ai invité. Enfin, techniquement, tu l'as invité depuis ton téléphone portable. J'ai écrit, viens maintenant. Je suis seul. Et regarde cette efficacité. 5 minutes. Même les ambulances n'arrivent pas aussi vite dans ce quartier. Le silence qui a suivi fut le plus long de ma vie. Léa s'est accrochée à l'encadrement de la porte. Romain fixait le fond de sa tasse comme s'il voulait s'y noyer. Et j'étais assis entre les deux, le mari trompé, le frère trahi, tenant mon café, sentant mon cœur battre contre ma poitrine de l'intérieur tandis qu'à l'extérieur j'étais de marbre. Olivier, commença-t-elle en faisant un pas vers moi. Écoute-moi. Ce n'est pas ce que. Ce n'est pas ce que ça semble être. Je l'ai interrompu doucement. Tu as raison. C'est pire, parce que ce que ça semble être, c'est que ma femme a un amant. Et la vérité, c'est que ma femme a un amant qui porte mon même sang, qui a mangé à cette table à chaque Noël, et qui m'a serré dans ses bras aux funérailles de notre père. Jurant que la famille était la seule chose que nous avions. Léa a commencé à pleurer, et je vous avouerai quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre plus tard. Avec le temps et la distance, la voir pleurer ne m'a apporté aucune satisfaction. Aucune. On pense que la colère est un feu qui se nourrit de la douleur de l'autre. Mais la vraie, profonde colère est une froideur. Une froideur qui organise, qui calcule, qui attend. Depuis combien de temps, ai-je demandé? Silence. Depuis combien de temps, Romain? Mon frère a levé le visage. Ses yeux étaient rouges. 8 mois, a-t-il murmuré. 8 mois. J'ai fait le calcul sans le vouloir. Noël chez moi avec Adèle et les enfants assis dans mon salon. L'anniversaire de maman en mars quand Romain a porté un toast à la famille. Le week-end que nous avons passé tous les 4 au chalet il y a 3 mois quand j'ai cuisiné pour tout le monde et que Léa et Romain sont allés en ville ensemble pour la glace et ont mis 2 heures. 8 mois de mensonges servis à ma table avec ma nourriture sous mon toit. Je me suis levé lentement, j'ai lavé ma tasse dans l'évier, les séché et les rangé à sa place. Ce petit geste domestique si mien, si quotidien, m'a rendu le contrôle. Puis je me suis tourné vers eux et j'ai prononcé la phrase qui a changé le cours de cette histoire. Vous allez quitter ma maison maintenant, tous les deux, et vous n'allez en parler à personne. Ni à maman, ni à Adèle. À personne. Vous allez continuer à agir exactement comme vous l'avez fait. Léa m'a regardé sans comprendre. Quoi? Que dis-tu? Je dis, ai-je répondu, en séchant mes mains calmement, que vous avez été de très bons acteurs pendant 8 mois. Maintenant, c'est à mon tour de choisir quand le rideau tombe. Et croyez-moi, quand il tombera, il y aura un public. Il ne comprenait pas ce que je préparais à ce moment-là.
Je ne le comprenais pas entièrement moi-même. Je ne savais qu'une chose. Dans 18 jours, c'était le 70e anniversaire de notre mère. Toute la famille serait réunie à la même table, et je venais de décider que cette table allait être mon tribunal. Cette nuit-là, j'ai dormi seul dans ma propre maison pour la première fois en 16 ans. Léa est allée chez sa sœur avec une petite valise, pleurant, répétant que nous devions parler. Que 8 mois n'effaçaient pas 16 ans, qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal. Je l'ai écoutée du haut des escaliers sans descendre, sans répondre. Romain était parti des heures avant sans prendre les fleurs. Je les ai jetées à la poubelle moi-même et je me souviens avoir pensé qu'elles coûtaient à peu près le même prix que la destruction d'une famille entière. Presque rien. Je veux vous dire ce qui se passe à l'intérieur d'un homme les premières nuits après avoir découvert quelque chose comme ça parce que je ne pense pas que quelqu'un le raconte honnêtement. Vous ne pleurez pas continuellement. Vous pleurez par vagues à des moments absurdes. Je n'ai pas pleuré quand j'ai trouvé le message. Je n'ai pas pleuré quand j'ai ouvert la porte. J'ai pleuré cette nuit-là à 3 heures du matin quand je suis allé à la cuisine pour de l'eau et que j'ai vu les 2 tasses de café du matin. Celle de Romain était encore sur la table avec sa marque de lèvres sur le rebord. J'ai pleuré assis sur le sol de ma cuisine dans le noir comme je n'avais pas pleuré depuis les funérailles de mon père. Et puis je me suis séché le visage, je suis monté à l'étage et j'ai commencé à écrire dans un carnet parce que la douleur, quand elle ne trouve pas d'issue, trouve une direction. Dans ce carnet, j'ai écrit tout ce que ma mémoire a vomi pendant des heures, les séances de yoga du jeudi, le doux parfum, les fois où Romain passait par le coin et restait dîner. Le voyage de travail de Léa en octobre, qui coïncidait, je le vois maintenant, avec un week-end où Adèle emmenait les enfants chez sa mère. Les 2 heures pour la glace au chalet, la façon dont mon frère évitait de me regarder dans les yeux à Noël, quelque chose que j'avais attribué à la fatigue. Quand l'aube s'est levée, j'avais 4 pages écrites et une certitude. Si je devais faire cela, je devais le faire correctement, sans crier, sans scandale qui pourrait ensuite être tourné contre moi, sans leur donner l'occasion de me faire passer pour le fou de l'histoire. J'avais déjà vu cela. Le trahi qui explose finit par ressembler au méchant. Et les traîtres, blottis ensemble, finissent par ressembler à des victimes d'un homme violent. Je n'allais pas leur donner ce rôle. Ma rage allait porter un costume et une cravate. Lundi matin, la première chose que j'ai faite a été d'appeler Gaspard. Gaspard est avocat et est mon plus vieil ami depuis plus de 20 ans. Nous sommes allés au lycée ensemble. Il était mon témoin à mon mariage. C'est l'un de ces amis que vous ne voyez pas pendant des mois, mais quand vous les voyez, c'est comme si le temps n'avait pas passé. Je lui ai dit que je devais le voir pour une affaire personnelle grave. Il m'a donné rendez-vous à son bureau cet après-midi-là. Quand j'ai fini de tout lui raconter, Gaspard est resté silencieux pendant longtemps. Puis il a enlevé ses lunettes, s'est frotté les yeux et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Olivier, en tant qu'ami, je veux aller tout de suite et donner un coup de poing à ton frère, mais en tant qu'avocat, je vais te dire ce qui est vraiment dans ton meilleur intérêt. Silence. Silence et ordre. Peux-tu me donner 18 jours de discipline ? Je peux te donner tout ce qu'il faut, ai-je répondu. Et nous avons commencé à travailler. Premièrement, les finances. Gaspard a calmement expliqué ce que moi, en 16 ans de mariage confiant, je n'avais jamais voulu regarder de front. La maison était à nos 2 noms, même si je l'avais payée avec mon travail. Notre compte joint avait environ 38 000 €, mais mes économies, les 180 000 € pour le rêve d'une maison en bord de mer, étaient sur un compte à mon nom, alimenté par mon salaire, documenté centime par centime. C'est très défendable, a dit Gaspard. Mais j'ai besoin que tu ne bouges rien brusquement. Pas de compte vidé, rien qui ressemble à de la dissimulation, tout légal, tout propre, tout avec une date et une signature. Deuxièmement, les preuves. Gaspard a été très clair. Nous n'avions pas besoin de photos scandaleuses ou de poursuites dignes d'un film. Nous avions besoin de quelque chose de plus simple et de plus solide. L'aveu. Ils ont déjà confessé devant toi, m'a-t-il dit. Mais ta parole seule n'est que ta parole seule. S'ils te parlent pour te demander pardon, laisse-les parler. Tu écoutes et tu enregistres. Et ils ont parlé. Oh, ils ont parlé. Léa m'écrivait de longs messages tous les jours au petit matin, mêlant regrets et souvenirs, et où, sans s'en rendre compte, elle écrivait toute l'histoire. Quand ça a commencé, comment ça a commencé, la fois où elle a voulu y mettre fin, la fois où elle n'a pas pu.
Je répondais brièvement et neutrement. J'ai besoin de temps. Je suis encore en train de digérer. Chacune de mes réponses était une porte entr'ouverte et elle y entrait et parlait et écrivait. Romain m'a appelé 2 fois. La deuxième fois avec une voix brisée, il a dit, « Mon frère, je sais que je suis impardonnable. 8 mois à te mentir en face, mais je te supplie. Ne dis rien à Adèle. Pense à mes enfants. Pense à mes enfants. » Il me demandait de penser à ses enfants. J'ai enregistré chaque mot. Troisièmement, et c'était la partie la plus difficile pour moi, le théâtre. Parce que pendant ces 18 jours, j'ai dû continuer à être pour le monde extérieur le même vieil Olivier. Ma mère appelait pour organiser les détails de son anniversaire, et je devais lui parler d'une voix normale, donner mon avis sur le menu, confirmer que oui, Léa et moi apporterions le gâteau pendant qu'à l'intérieur ma poitrine brûlait. Antonia était tellement excitée. 70 ans, toute la famille réunie. La seule chose que je demande à Dieu, m'a-t-elle dit au téléphone un après-midi, c'est que vous aussi, toi et ton frère, restiez toujours aussi proches que vous l'êtes maintenant. C'est ce qui me permet de dormir paisiblement. J'ai raccroché cet appel et je me suis assis dans ma voiture sur le parking du chantier pendant 20 minutes, regardant dans le vide, parce que c'est la partie que personne ne voit d'une trahison comme celle-ci. Romain et Léa ne m'ont pas seulement volé un mariage. Ils ont volé des choses qui n'apparaissent pas dans les papiers de divorce, la paix de l'esprit de ma mère, les futurs Noëls, le mot frère que je ne pouvais plus prononcer sans sentir du sable dans ma bouche. Ils ont même volé mes souvenirs parce que maintenant chaque beau souvenir des 8 derniers mois avait un fond sale et faux. Il y a eu un moment, vers le 10e jour, où j'ai hésité. Je ne vous mentirai pas. C'était un mardi soir. Léa m'a envoyé une vieille photo de notre 10e anniversaire, nous deux riant sur la plage et a écrit « Nous pouvons redevenir ça. Je le jure sur ma vie, personne ne doit rien savoir. Nous pouvons partir loin. Recommencer. » Et pendant 1 heure, assis sur mon lit vide, j'y ai pensé. J'ai envisagé de tout avaler. D'enterrer la vérité, de sauver le Noël de ma mère, les cousins de mes neveux, la photo de famille, d'être celui qui paie le prix du silence pour que personne d'autre ne souffre. Et puis j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé le sang. C'était exactement ce qu'ils attendaient de moi. C'est pourquoi Léa n'avait pas vraiment peur. C'est pourquoi Romain a supplié mais n'a pas confessé. Ils comptaient tous les deux sur le même vieil Olivier, le calme, le médiateur, celui qui pardonne, celui qui ravale sa fierté pour que la famille ne se brise pas. Ils ont passé 8 mois à parier sur ma gentillesse comme quelqu'un parie sur une valeur sûre. Cette nuit-là, j'ai répondu au message de Léa avec 4 mots, « Rendez-vous chez maman » et j'ai éteint mon téléphone. Il restait 8 jours avant l'anniversaire. Gaspard avait presque tout préparé. Il ne restait qu'une pièce sur l'échiquier. La plus délicate de toutes, celle qui me tenait éveillé la nuit plus que tout. Adèle, la femme de mon frère, la mère de mes neveux, la seule personne innocente restante dans cette histoire qui ne savait rien. Et ce que je décidais de faire avec elle allait définir quel genre d'homme j'étais vraiment. Adèle est entrée dans notre famille il y a 12 ans. Et dès le premier jour, elle était de ces personnes qui font que tout fonctionne mieux autour d'elle. Infirmière de profession, pratique, directe, avec un rire facile qui contrastait avec la nature silencieuse de mon frère. C'est elle qui s'est occupée de mon père dans ces derniers mois, prenant des relais des nuits entières sans que personne ne le lui demande. C'est elle qui a soutenu ma mère après les funérailles, et c'est elle qui m'a dit à leur mariage, en levant son verre vers moi, « Maintenant, j'ai 2 frères. Olivier, compte sur moi pour tout. » 12 ans plus tard, j'avais la preuve sur mon téléphone que son mari couchait avec ma femme depuis 8 mois. Et la question qui me hantait à toute heure sur le chantier, au supermarché, dans mon lit vide, n'était qu'une, lui dire ou ne pas lui dire. Gaspard me l'a dit sans détour, comme les avocats disent les choses brûlantes. Légalement, tu n'as aucune obligation. Stratégiquement, si elle le découvre avant, tu perds le contrôle de la situation. Romain sera averti. Ils se prépareront, engageront un avocat. Humainement. Et là, il s'est arrêté longtemps. Humainement, c'est une autre conversation, et je ne suis pas expert en la matière. Mais la vie a d'étranges façons de prendre des décisions pour vous. C'était un mercredi, 11 jours avant l'anniversaire de ma mère. Je sortais du supermarché quand j'ai entendu mon nom. C'était Adèle dans son uniforme d'hôpital, poussant un caddie avec les enfants. Mes neveux ont couru m'embrasser comme toujours,
le plus petit accroché à mon bras, et j'ai senti cette étreinte comme une brûlure. Adèle m'a embrassé sur la joue et m'a regardé de cette manière directe qui lui était propre. Une infirmière qui a tout vu. Tu es maigre, a-t-elle dit. Et tu as l'air de ne pas dormir. Tout va bien? Le travail, ai-je menti. Un projet compliqué. Elle m'a aidé à mettre les sacs dans la voiture pendant que les enfants se disputaient un biscuit. Et puis, sans me regarder, les yeux fixés sur le coffre, elle a dit quelque chose qui a arrêté mon cœur. Olivier, as-tu remarqué quelque chose d'étrange chez Romain dernièrement? Je suis resté immobile. Étrange comment? Je ne sais pas, distant, il oublie des choses. Il sort se promener la nuit et revient incapable de me regarder dans les yeux. L'autre jour, je l'ai trouvé en train de pleurer dans la voiture dans le garage. Je lui ai juste demandé ce qui n'allait pas et il a dit que c'était des problèmes d'argent au travail. Elle a fermé le coffre lentement. Mais je suis marié à ton frère depuis 12 ans. Je sais quand il me ment. Ce que je ne sais pas, c'est à propos de quoi. Et là, c'était l'occasion parfaite. Une phrase de moi, une seule, et la bombe aurait explosé 11 jours trop tôt, loin de ma mère, loin de la fête. Une partie de moi le voulait avec une intensité qui m'effrayait, qu'elle sache maintenant, que Romain goûte immédiatement à une partie de l'enfer que je vivais. Mais j'ai regardé mes neveux se disputer le biscuit sur la banquette arrière. Et j'ai regardé Adèle dans son uniforme froissé après un service de 12 heures, et je n'ai pas pu. Pas comme ça. Pas sur un parking de supermarché avec les enfants qui écoutent, sans lui donner la chance d'encaisser le coup avec dignité, assise, préparée, avec toute la vérité, et non en morceaux. Par lui, ai-je finalement dit, choisissant chaque mot comme quelqu'un qui marche sur un champ de mine. Et Adèle. Quoi qu'il arrive dans cette famille, toi et les enfants trouverez toujours une porte ouverte chez moi. Toujours. Je veux que tu aies ça gravé dans ta mémoire. Elle m'a regardé étrangement, cherchant dans mes yeux. Tu me fais peur, Olivier. Souviens-toi juste de ça, ai-je répété et je suis parti. J'ai conduit 3 pâtés de maison et j'ai dû me garer parce que ma main tremblait sur le volant. Là, dans cette rue au hasard, j'ai compris quelque chose qui a changé le poids de tout ce que je portais. Mon silence n'était plus seulement une stratégie. Mon silence était aussi une façon de protéger les seuls innocents du désastre. Et en même temps, chaque jour de silence était un jour de plus où Adèle dormait à côté d'un homme qui la trompait. Et c'était aussi une dette que quelqu'un me faisait payer. Cette nuit-là, j'ai pris une décision avec Gaspard. Adèle méritait de tout savoir, mais elle méritait de le savoir d'une manière qui l'aiderait, pas comme un commérage, pas comme un scandale, mais avec des preuves organisées qu'elle pourrait utiliser pour protéger son avenir et celui de ses enfants. Gaspard a préparé un dossier séparé, une copie de tout ce que nous avions avec une note pour moi que j'ai mis 4 nuits à écrire et qui commençait comme ça, Adèle, quand tu liras ceci, tu comprendras pourquoi je ne pouvais pas te le dire plus tôt. Et j'espère qu'un jour tu me pardonneras les jours de différence. Pendant ce temps, le théâtre a continué et il est devenu de plus en plus difficile à maintenir. Léa est revenue à la maison au milieu de cette semaine. C'était l'idée de Gaspard, bien que ce fût difficile pour moi de l'accepter. Si elle quitte la maison maintenant et que quelqu'un dans la famille le remarque, les questions commenceront avant l'heure. Nous avons besoin de normalité jusqu'à l'anniversaire. Donc ma femme a dormi dans la chambre d'amis ces jours-là et devant le monde, nous avons continué à être Olivier et Léa, le couple solide, ceux qui apporteraient le gâteau. Je ne souhaiterais pas ces jours à vous ou à quiconque. Partagez la table du petit déjeuner avec quelqu'un que vous aimez depuis 16 ans et ne plus le reconnaître. L'entendre pleurer de l'autre côté du mur et ressentir à la fois de la pitié et de la glace. La regarder répéter la normalité devant le miroir, se maquiller pour couvrir sa culpabilité. Un matin, je l'ai trouvée dans la cuisine, regardant les 2 tasses de café que j'avais laissées sécher, la mienne et celle qui avait été celle de Romain ce matin-là, et j'ai vu sur son visage qu'elle faisait aussi le calcul, qu'elle revoyait aussi que le poids n'était pas seulement le mien. Tu vas vraiment le faire devant ta mère, m'a-t-elle demandé un soir, debout à la porte de ce qui était autrefois notre chambre. Devant tout le monde. Olivier, ta mère a 70 ans. Ça pourrait la tuer. Comme c'est curieux, ai-je répondu sans lever les yeux de mon carnet. 8 mois à entrer dans la famille de cette femme par la petite porte, et sa santé ne t'a jamais inquiété. Le bourreau s'inquiète-t-il du cœur de la veuve? Je n'ai jamais voulu ça. Personne ne veut ça, Léa.
Mais tu l'as fait 80 et quelques fois si mon compte des jeudis est exact. Elle est allée pleurer dans la chambre d'amis, et je suis resté avec mon carnet, et j'avoue que je n'ai rien écrit cette nuit-là. J'ai juste dessiné sans m'en rendre compte. La table de la salle à manger de ma mère, la disposition des sièges, qui s'assoit où, ma mère à la tête, Romain à sa droite, l'adorée Adèle et les enfants. Léa à côté de moi comme toujours, les oncles, les cousins. 22 personnes confirmées. Et en regardant ce dessin, j'ai compris la dernière pièce de mon plan, celle qui manquait, celle que Gaspard ne pouvait pas me donner parce qu'elle n'était pas légale, mais humaine. Je ne voulais pas de scandale. Les scandales s'oublient. Ils sont déformés. Ils sont racontés 1000 fois de 1000 façons jusqu'à ce que le traître trouve une version où il a l'air bien. Je voulais autre chose. Je voulais une vérité si propre, si ordonnée, si impossible à nier qu'aucun d'eux ne pourrait jamais la réécrire. Et pour cela, j'avais besoin d'obtenir une dernière chose. Quelque chose qui n'était qu'à un seul endroit au monde, dans le téléphone portable de ma femme. Ce même téléphone portable qui a vibré sur le lit un samedi à 9h14 du matin et a divisé ma vie en un avant et un après. Le problème était que depuis ce matin-là, Léa ne s'était pas séparée de son téléphone, pas même pour une douche, mais je connaissais ma femme mieux que quiconque. 16 ans à observer une personne vous apprend ses rituels, ses oublis, ses routines. Et il y avait un moment exact de la semaine, un seul, de 20 minutes à peine, où ce téléphone portable était laissé sans surveillance. Le dimanche matin, quand sa mère l'appelait en vidéo chat depuis la maison de sa sœur et que Léa descendait au jardin pour lui parler, laissant son téléphone personnel chargé dans la cuisine parce qu'elle prenait toujours l'appel vidéo depuis la tablette. Il restait 4 jours avant ce dimanche et c'est avant l'anniversaire de ma mère. L'aube du dimanche était nuageuse. Je me souviens de chaque détail de ce matin avec une précision qui m'énerve, comme si ma mémoire avait compris avant moi que ce jour méritait d'être sauvegardé dans son intégralité. Léa est descendue à 9h, les cheveux relevés, et a préparé du thé. Nous nous sommes déplacés dans la cuisine comme 2 employés à des horaires différents, coordonnés et détachés. À 9h30, la tablette a sonné. Sa mère, ponctuelle comme chaque dimanche. J'ai vu Léa prendre la tablette. J'ai vu ses yeux hésiter une seconde sur le téléphone portable qui chargeait à côté du grille-pain. J'ai vu comment une vie d'habitude a vaincu la prudence des derniers jours. Elle est sortie dans le jardin comme toujours, a fermé la porte coulissante comme toujours, s'est assise sur la chaise en osier, le dos à la maison comme toujours. Je suis resté là à regarder ce téléphone portable pendant presque une minute entière. Et je veux m'arrêter ici parce que je sais ce que certains d'entre vous pensent, que c'était mal, que vérifier le téléphone de quelqu'un d'autre est une violation, que 2 torts ne font pas un droit. Et je veux vous dire que je suis d'accord. J'étais d'accord même à ce moment-là, debout dans ma cuisine, mon cœur battant contre mes côtes. Mais je veux aussi vous dire autre chose avec l'honnêteté que je dois à cette histoire. Quand quelqu'un met le feu à votre maison, vous ne vous arrêtez pas pour demander la permission d'utiliser la sortie de secours. Je ne cherchais pas de nouvelles douleurs. J'avais déjà tout. Je cherchais une vérité qui ne dépendait pas de ma parole contre la leur. Le code était le même que toujours, notre date de mariage, ce qui, je ne sais pourquoi, m'a fait plus mal que beaucoup d'autres choses. 16 ans de mariage transformés en 4 chiffres qui ouvraient la porte à ma propre humiliation. Je ne vais pas décrire tout ce que j'ai trouvé, non pas pour les protéger, mais pour me protéger. Il y a des choses que vous lisez une fois et que vous payez avec des nuits entières d'insomnie. Je ne vais vous raconter que ce qui est important pour cette histoire. J'ai trouvé la conversation complète. 8 mois. Le numéro sans nom que j'ai vu ce samedi était la 2e ligne de Romain, celle du travail, et tout y était. Les jeudis yoga, qui n'était pas du yoga, le motel d'autoroute où il demandait toujours la même chambre parce qu'elle avait un parking discret. Le voyage d'octobre planifié 3 semaines à l'avance pendant que j'aidais Léa à choisir sa valise. Le chalet était là, les 2 heures pour la glace. Ton mari nous a presque attrapés, a-t-il écrit cette nuit-là. Je me sens mal pour lui, Olivier, a-t-elle répondu. Il est si bon, il ne se doute même pas. Et lui, c'est pour ça que rien n'arrivera. Mon frère est incapable de faire du mal à qui que ce soit. Mon frère est incapable de faire du mal à qui que ce soit. J'ai lu cette phrase 4 fois. Il ne comptait pas sur ma gentillesse comme on apprécie une vertu. Il comptait sur elle comme on compte sur un terrain, quelque chose de passif sur quoi construire. Mais c'était plus bas,
en remontant les semaines dans cette conversation, que j'ai trouvé ce que je ne cherchais pas. Ce qui a changé mon plan, ce qui a transformé la douleur de mon mari en quelque chose de beaucoup plus grave. Il y avait un bloc de messages d'il y a 3 mois où il parlait d'argent, mon argent. Léa a dit à Romain en détail combien il y avait sur le compte joint et combien de mes économies. Les 180 000 € étaient écrits en toutes lettres. Et Romain, mon frère, l'ingénieur commercial de la famille, celui qui se vantait toujours de comprendre les investissements, a répondu en expliquant comment il fallait procéder le moment venu, qu'elle ne devait rien signer. Qu'elle devait commencer à rassembler les reçus des contributions au ménage, qu'un ami avocat à lui avait dit qu'avec de la patience et une bonne stratégie, elle pourrait quitter le mariage avec toute la maison et la moitié de tout le reste. « Détends-toi », a-t-il écrit. Olivier est de ceux qui préfèrent perdre de l'argent plutôt que de faire une scène. Je le connais depuis sa naissance. Et la phrase qui m'a coupé le souffle, « Et nous ? Combien de temps comme ça ? » À le cacher. Quand elle aura sa part sécurisée et que j'aurai réglé mon affaire avec Adèle, nous partirons. 1 an maximum, j'ai déjà tout pensé. 1 an maximum, j'ai déjà tout pensé. Je me suis assis sur la chaise de la cuisine parce que mes jambes ne me tenaient plus. Dehors dans le jardin, j'entendais le rire de Léa alors qu'elle parlait à sa mère, discutant d'une recette, posant des questions sur sa tante, et moi à l'intérieur, découvrant que la mienne n'était pas seulement une trahison amoureuse. C'était un plan, un projet avec un calendrier et un budget. Pendant que je lui servais le dîner, les deux faisaient de l'ingénierie financière sur mes 20 ans de travail. La maison en bord de mer dont je rêvais pour ma vieillesse était déjà divisée dans l'esprit des autres. J'ai regardé l'horloge. 11 minutes s'étaient écoulées. Il m'en restait 9. Mes mains tremblaient, mais j'ai fait ce que j'étais venu faire. J'ai envoyé par email des captures d'écran de tout, la conversation complète avec des dates visibles, avec des numéros de téléphone visibles, les messages sur l'argent, le plan d'1 an maximum. J'ai supprimé les envois de l'historique, tout fermé, laissé le téléphone portable dans la même position exacte avec le câble au même angle. 20 ans à superviser des chantiers m'ont appris que les détails ne sont pas des détails. Ils sont la différence entre ce qui tient et ce qui s'effondre. Quand Léa est revenue du jardin, je lavais ma tasse. « Maman te salue », a-t-elle dit avec cette normalité répétée des derniers jours. Elle dit qu'elle a hâte de nous voir à l'anniversaire d'Antonia. « Nous serons tous là », ai-je répondu. Et pour la première fois en 18 jours, je n'ai pas eu à feindre mon ton parce qu'il n'y avait plus de colère chaude ou de douleur confuse en moi. Il y avait quelque chose de beaucoup plus serein et de beaucoup plus définitif. La clarté totale de quelqu'un qui voit enfin tout le tableau. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'au bureau de Gaspard, même si c'était dimanche. Je lui ai tout montré. Mon ami a lu en silence, faisant défiler les captures d'écran une par une. Et quand il est arrivé à la partie sur l'argent, il s'est arrêté. Il a enlevé ses lunettes et m'a regardé d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. « Olivier, cela change les choses. Ce n'est plus seulement de l'adultère. C'est de la préméditation financière. Il planifie depuis des mois comment prendre ce qui est à toi. » Il a tapoté doucement la table avec son doigt sur la capture d'écran du « 1 an maximum. » Et cela, devant un juge, vaut de l'or. Mais je vais te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu me dises la vérité. Que veux-tu? La justice ou la vengeance? Car elles se ressemblent beaucoup et ce ne sont pas la même chose. Et le chemin bifurque exactement ici. J'ai réfléchi longtemps. À travers la fenêtre de son bureau, je pouvais voir la ville un dimanche, des gens tranquilles se promenant avec toute leur vie, ne sachant pas qu'au 3e étage, un homme décidait quel genre de personne il allait être pour le reste de sa vie. Je veux la vérité, ai-je finalement dit, complète, devant tout le monde, impossible à nier et impossible à édulcorer. Et je veux que les conséquences soient fixées par la loi, pas par mes mains. C'est tout, Gaspard. Je ne veux pas les détruire. Je veux qu'ils ne puissent plus mentir. Gaspard a souri faiblement avec quelque chose comme du soulagement. Alors nous sommes sur la bonne voie. Demain, je préparerai la requête en divorce pour faute prouvée, et le dossier sera prêt. Tu signeras vendredi, et samedi, il a laissé la phrase en suspens. Samedi, c'est l'anniversaire de ma mère, ai-je complété avant de quitter son bureau. Gaspard m'a arrêté avec une dernière question. Le genre de question que pose un avocat gentil et âgé qui a vu de nombreuses familles se briser à sa table. Et sais-tu comment tu vas le lui dire?
Parce que devant 22 personnes avec ta mère de 70 ans à la tête de la table, un mauvais ton et tu finiras par être le méchant de la soirée. Je sais, ai-je répondu. C'est pourquoi je ne dirai presque rien. Ce sont eux qui vont parler. Gaspard a haussé un sourcil. Ai-je répété. Je vais juste apporter un cadeau. Et cette nuit-là, dans ma maison, en silence, pendant que ma femme dormait dans la chambre d'amis, rêvant peut-être de un an maximum, je me suis assis à la table de la salle à manger avec du papier, des ciseaux et une boîte vide, et j'ai commencé à emballer. Plus calme que jamais dans ma vie, le cadeau d'anniversaire le plus douloureux jamais placé sur une table de famille. 6 jours restants. Les 6 derniers jours avant l'anniversaire de ma mère furent les plus étranges de ma vie. À l'extérieur, c'étaient toutes les préparatifs de la fête. À l'intérieur, c'était un compte à rebours. Le lundi, ma mère m'a appelé pour confirmer le gâteau. 3 étages de vanille et de dulce de léché, le même qu'elle demandait chaque année depuis que je me souvienne. Et ne laisse pas Léa oublier les bougies, a-t-elle dit en riant. L'année dernière, ton frère a dû courir les acheter. J'ai écouté sa voix pleine d'excitation. Cette voix d'une femme qui a élevé seule 2 fils après être devenue veuve, qui a travaillé 30 ans à coudre pour les autres afin que Romain et moi puissions étudier, et j'ai ressenti le poids exact de ce qui allait arriver. Maman, ai-je dit avant de raccrocher, incapable de me contenir. Tu sais que je t'aime plus que tout, n'est-ce pas? Elle est restée silencieuse une seconde, surprise. Oh, mon fils, que dis-tu? Bien sûr que je sais. Tu es le sérieux de la famille, mais c'est toi qui ne m'as jamais déçu. Celle qui ne m'a jamais déçu. J'ai raccroché et cette phrase m'est restée. Parce que je savais que le samedi, d'une manière ou d'une autre, j'allais lui briser le cœur. Il n'y avait aucun moyen de l'éviter. Le seul choix qu'il me restait était de le briser avec la vérité ou de laisser d'autres continuer à le briser avec des mensonges. En secret, chaque jeudi. Le mardi, quelque chose d'imprévu s'est produit. Romain s'est présenté sur mon chantier. Je l'ai vu arriver du 2e étage du bâtiment dans sa chemise de bureau et ses chaussures s'enfonçant dans la terre, évitant les matériaux, me cherchant. Je suis descendu sans me presser. Nous nous sommes retrouvés face à face au milieu du bruit des bétonnières et, un instant, c'était comme si nous nous revoyions pour la première fois depuis ce matin des fleurs. Je dois savoir ce que tu vas faire, a-t-il dit sans détour. Il avait des cernes sous les yeux et avait maigri. Samedi, je dois savoir, Olivier. Je n'ai pas dormi depuis 3 semaines. Adèle me demande ce qui ne va pas tous les jours. Je deviens fou. Et que lui dis-tu, ai-je demandé. Quand elle te demande ce qui ne va pas, je lui dis que c'est le travail. Tu lui as menti, ai-je interrompu, comme tu m'as menti. C'est drôle, Romain. Tu n'as pas dormi pendant 3 semaines par peur qu'Adèle connaisse la vérité. Mais tu as parfaitement dormi pendant 8 mois en me le faisant. T'es-tu déjà demandé pourquoi la peur n'est venue que lorsque tu as été découvert? Il a passé ses mains sur son visage. Et puis mon frère cadet, celui-là même qui a appris à faire du vélo en s'accrochant à ma main, a fait la dernière chose qui lui restait, il a négocié. Écoute, j'ai réfléchi. Je sais que cela ne peut pas être réparé, mais ça peut être contenu. Léa et moi, c'est fini. C'est fait. C'est terminé. Je le jure sur mes enfants. Tu obtiens un divorce discret, pour différent, ce que tu veux. Je te compenserai. J'ai des économies, environ 40 000 €. Elles sont à toi, mais pas le samedi. Olivier, pas devant maman, pas devant mes enfants. Je l'ai regardé longtemps. Le bruit du chantier continuait autour de nous. Les marteaux, les voix, la vie normale des gens qui travaillent. Sais-tu quelle est la partie la plus triste de ce que tu viens de dire, ai-je finalement répondu. C'est que tu viens de m'offrir 40 000 € pour mon silence et tu ne t'es pas encore excusé auprès de moi une seule fois. Ni toi, ni elle. Vous m'avez tous les deux demandé le silence, du temps, de la discrétion, de la compréhension, du pardon. Ne pense jamais à ça en rentrant chez toi. Je me suis retourné et je suis remonté sur le chantier. D'en haut, je l'ai vu rester là 1 minute entière au milieu de la terre dans sa chemise de bureau, puis marcher lentement vers sa voiture. Cette image de mon frère, petit de loin, s'éloignant parmi les matériaux de construction, est l'une de celles qui me fait le plus mal encore aujourd'hui. Parce qu'on peut arracher l'amour pour une femme infidèle avec de la douleur, mais on peut l'arracher.
On ne peut pas arracher l'amour pour un frère. Il reste à l'intérieur, brisé, faisant du bruit pour toujours. J'ai consacré mercredi et jeudi à ce que Gaspard appelait la clôture. J'ai signé la requête en divorce pour faute prouvée, qui serait prête à être déposée le lundi suivant. Nous avons examiné le dossier principal, les captures d'écran, classées par date, la transcription des appels de Romain demandant mon silence, les messages concernant le plan financier, tout folioté, tout propre. Et nous avons examiné le deuxième dossier, celui d'Adèle, avec sa copie de toutes ma lettres. Quand comptes-tu le lui donner, a demandé Gaspard. Au bon moment, ai-je répondu. Ni avant, ni après. Le vendredi soir, la veille, la dernière chose qui devait arriver est arrivée. Léa a frappé à la porte de ma chambre, est entrée sans attendre de réponse, et s'est assise sur le bord du lit qui était autrefois le nôtre, les mains jointes comme pour une prière. Elle est restée silencieuse longtemps. J'ai continué à plier les vêtements que j'allais porter le lendemain. Mon meilleur costume, le bleu foncé, le même que j'ai porté au mariage de Romain et Adèle. Le choix n'était pas accidentel, et je pense qu'elle a compris parce que quand elle a vu le costume pendu, elle a fermé les yeux. Demain, tu vas détruire cette famille, a-t-elle dit à voix basse. Non, ai-je répondu, en mettant les boutons de manchette dans une poche de veste. Vous avez détruit la famille il y a 8 mois, dans un motel d'autoroute avec un parking discret. Demain, je vais juste allumer la lumière. Ce n'est pas ma faute ce qui est là quand la lumière s'allume. Ta mère ne mérite pas ça. Ma mère ne mérite rien de tout ça. Sur ce point, nous sommes d'accord. Mais c'est drôle. Des 3 personnes dans cette histoire, je suis le seul à n'avoir rien choisi. Tu as choisi. Romain a choisi. 80 jeudi. Ils ont choisi. J'ai seulement choisi de ne pas être le seul à table à ne pas savoir ce qu'il mange. Léa a levé le visage et m'a regardé avec des yeux gonflés. Et un instant, j'ai vu la femme dont j'étais tombé amoureux il y a 16 ans. Celle qui riait la tête en arrière à ce mariage. À quel moment t'avons-nous perdu, Olivier, a-t-elle demandé. Et je lui ai répondu avec la seule vérité qu'il me restait. Je ne sais pas, Léa, mais je sais l'heure exacte à laquelle je t'ai perdu, toi aussi. 9h14 un samedi matin. Le reste, tu l'as perdu seul, bien avant. Elle s'est levée, s'est dirigée vers la porte, et avant de partir, elle a prononcé la dernière phrase qu'elle m'a dite en tant qu'épouse dans cette maison. Au cas où je ne pourrais pas te le dire demain. Tu as été le meilleur homme que j'ai jamais rencontré dans ma vie. C'était toujours le problème. Tu étais si bon que tu as cessé d'être un mystère. Elle a fermé la porte et je me suis assis sur mon lit avec cette phrase qui tournait dans ma tête, comprenant qu'il y avait des gens capables de transformer même la gentillesse de quelqu'un en défaut juste pour éviter de regarder leur propre culpabilité. L'aube du samedi était claire. Je me suis réveillé à 6 heures sans réveil. J'ai couru 5 kilomètres. Je me suis douché. Je me suis rasé calmement. À 11 heures, nous avons pris le gâteau à 3 étages vanille et dulce de lécher. Léa était habillée en vert. Elle était plus maquillée que d'habitude, et dans la voiture, nous n'avons pas échangé un seul mot pendant les 40 minutes de trajet. Le gâteau était sur la banquette arrière à côté d'une boîte emballée dans du papier doré avec un nœud parfait. Mon cadeau, celui que j'avais emballé 6 nuits auparavant à la table de la salle à manger. La maison de ma mère était comme chaque année pour son anniversaire. La porte ouverte, de la musique douce, l'odeur de ragoût de la cuisine, les cousins criant dans la cour. Antonia est sortie nous accueillir dans sa nouvelle robe et les bras ouverts. Et quand elle m'a serré dans ses bras, elle m'a dit à l'oreille, tellement heureuse. Mon fils aîné est arrivé. Maintenant, la fête est complète. Derrière elle, au fond du salon, j'ai vu Romain se lever très lentement de sa chaise, pâle, son regard fixé sur la boîte dorée que je portais sous mon bras. Et à côté de lui, servant du jus à mon neveu, ne se doutant absolument de rien, se trouvait Adèle. 22 personnes, une longue table, un gâteau à 3 étages. La fête venait de commencer. Il y a une image de cet après-midi qui est restée gravée dans ma mémoire pour toujours, ma mère soufflant les 70 bougies de son gâteau, entourée de toute sa famille, riant parce que les bougies étaient du genre à se rallumer. Tandis que 3 chaises plus loin, son fils cadet transpirait froidement, fixant une boîte dorée placée sur la table des cadeaux, car c'est la première chose que j'ai faite en arrivant. J'ai mis mon cadeau avec les autres, à la vue de tous, et je n'ai rien dit. Et pendant 4 heures, cette boîte a fait le travail pour moi.
Romain n'a pas quitté des yeux tout l'après-midi. Je l'ai vu la regarder depuis la cour, depuis la cuisine, depuis la tête de la table des enfants. 2 fois, il s'est approché de moi, une assiette à la main, feignant le naturel devant les oncles. Qu'y a-t-il dans la boîte, Olivier? Et les 2 fois, j'ai répondu la même chose avec un sourire calme. Un cadeau pour la famille. Vous verrez. Léa, de l'autre côté de la table, a à peine touché sa nourriture. Son maquillage coulait sur ses tempes à cause de la sueur et je l'ai vu se lever pour aller aux toilettes 3 fois. Les coupables n'ont pas besoin d'accusateurs. Ils se torturent avec leur propre imagination. Le repas s'est déroulé comme tous les repas de ma famille. Les oncles se disputant le football. Tante Consuelo répétant la même vieille histoire. Les cousins portant des toasts. Ma mère heureuse à la tête de sa table. Nous regardant tous comme quelqu'un qui compte des pièces d'or. À un moment donné, Adèle s'est assise à côté de moi avec son assiette de gâteau et m'a dit à voix basse, « J'ai parlé avec Romain, comme tu as dit. Il a juré que ce n'était rien, que c'était le stress du travail. » Elle a fait une pause et a rencontré mes yeux. Mais il est pire que jamais. Regarde-le aujourd'hui. Il a l'air d'avoir vu un fantôme. Adèle, ai-je répondu en mesurant chaque mot. Te souviens-tu de ce que je t'ai dit sur le parking du supermarché? Que ma porte te serait toujours ouverte à toi et aux enfants? Cela reste valable aujourd'hui, demain et toujours. N'oublie pas cela dans les heures à venir. Elle m'a regardé avec ce regard d'infirmière qui reconnaît les symptômes avant le diagnostic et n'a pas posé d'autres questions. Les femmes comme Adèle ne posent pas de questions quand elles sentent que la réponse viendra d'elles-mêmes. Le moment des cadeaux est arrivé. Dans ma famille, c'est un rituel. Ma mère dans son fauteuil, les cadeaux, un par un, tout le monde réuni autour, applaudissements, photos. Ils ont ouvert celui des oncles, un châle, celui des cousins, un album photo. Celui d'Adèle et Romain, un service de vaisselle qu'Adèle avait choisi des mois à l'avance. Ma mère a remercié chacun avec des baisers et puis la boîte dorée est restée. Et cette beauté, a demandé ma mère en la soulevant. Elle est légère. À qui est-elle? Maman, ai-je dit, et je me suis levé. Mais avant que tu ne l'ouvres, je veux dire quelques mots. La salle à manger est devenue silencieuse. 22 personnes, verre à moitié plein, enfants jetant un coup d'œil depuis le couloir. Romain a saisi le dossier de sa chaise. Léa a regardé la nappe. J'ai sorti mon téléphone, l'ai posé face contre table, et j'ai parlé avec la voix la plus calme que j'ai pu trouver en moi. Maman, 70 ans. Tu as élevé Romain et moi seul. Tu as travaillé des nuits et tu ne nous as appris qu'une seule règle. Tu l'as tellement répété que nous en rêvions. Dans cette maison, nous pouvons manquer de tout sauf de la vérité. Tu te souviens? Ma mère a souri, émue sans se douter. Je me souviens, mon fils. Nous pouvons manquer de pain, mais pas de vérité. Nous pouvons manquer de pain, mais pas de vérité, ai-je répété. C'est pourquoi mon cadeau cette année est différent. Ce n'est pas un objet. À l'intérieur de cette boîte se trouve la chose la plus chère que j'ai jamais achetée de ma vie. Elle m'a coûté 16 ans de mariage, un frère, et une maison en bord de mer où je rêvais de vieillir. Ouvre-la, maman. Le silence dans cette salle à manger est devenu physique, quelque chose que l'on pouvait toucher. Ma mère, avec ses mains maintenant tremblantes, a dénoué le ruban, a soulevé le couvercle et a sorti la seule chose à l'intérieur, une enveloppe blanche scellée avec un seul mot écrit dessus. Vérité. Je ne comprends pas, a-t-elle murmuré en me regardant. Qu'est-ce que c'est, Olivier? Et à ce moment exact, comme je savais qu'il le ferait, Romain a craqué. Maman, n'ouvre pas ça. Sa voix est sortie brisée, trop forte, et toutes les têtes se sont tournées vers lui. N'ouvre pas, s'il te plaît. Olivier, je t'en supplie. Pas ici. Pas comme ça. Ma mère a regardé son fils cadet, pâle et tremblant, puis moi, calme, et quelque chose d'une mère vieille et sage s'est allumé sur son visage. On n'a pas 70 ans pour rien. Pourquoi ne pourrais-je pas ouvrir une enveloppe à ma propre table, Romain, a-t-elle demandé lentement. Qu'y a-t-il dans cette enveloppe que tu connais déjà et moi pas? Maman. La voix de Romain s'est dissoute. Qu'y a-t-il dans l'enveloppe, mon fils, a-t-elle insisté en me regardant maintenant. La réponse à une question, maman, ai-je dit, une question que tu te poses depuis des mois sans la dire à voix haute.
tu m'as dit au téléphone. Mais la seule chose que tu demandes à Dieu, c'est que tes deux fils restent toujours proches. À l'intérieur de cette enveloppe se trouve la raison pour laquelle cela ne sera plus possible. Mais je ne l'ai pas écrite. Ils l'ont écrite. Ma mère a froncé les sourcils. Qui? Et puis, au milieu de ce silence de marbre, la voix d'Adèle s'est fait entendre. Calme, trop calme. Ce calme terrible des gens intelligents quand toutes les pièces s'assemblent soudainement. Les jeudis, a-t-elle dit, juste ces deux mots. Tout le monde la regardait. Adèle était debout près de la fenêtre, très droite, les yeux fixés sur son mari. Les jeudis où tu rentrais tard. Le même jour où Léa avait son yoga. Tu m'as dit toi-même, Léa, à Noël, dans cette même maison, les jeudis sont sacrés. C'est mon jour de yoga. Et toi, Romain, le jeudi, tu avais une réunion de clôture. Elle a laissé échapper un rire court et sans joie qui m'a glacé le sang. Réunion de clôture. 8 mois de réunion de clôture et moi à te garder ton dîner. Adèle, Romain a fait un pas vers elle. Ne t'approche pas de moi. Elle n'a pas crié. Elle l'a dit doucement et c'était pire qu'un cri. Pas un pas de plus. La salle à manger a éclaté en murmures. Tante Consuelo a couvert sa bouche. L'un des oncles s'est levé sans savoir pourquoi. Les cousins ont emmené les enfants dans la cour sous un prétexte. Léa pleurait silencieusement, un désordre, son maquillage coulant, n'essayant plus de se défendre. Et ma mère était toujours assise dans son fauteuil d'anniversaire, l'enveloppe à la main, regardant son fils cadet avec une expression que je n'avais pas vue même aux funérailles de mon père. Dis-moi que ce n'est pas vrai, a-t-elle dit à Romain. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. Mon frère a essayé de soutenir son regard. Il a vraiment essayé et il n'a pas pu. Il a baissé la tête et ce geste, cette tête baissée d'un enfant découvert était la confession la plus complète jamais donnée dans l'histoire de ma famille. Personne n'a eu besoin d'ouvrir l'enveloppe. Comme Gaspard me l'a dit un jour, une vérité bien acculée se confesse d'elle-même. Ma mère a mis sa main sur sa poitrine, a fermé les yeux un instant, et quand elle les a ouverts, elle a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle s'est levée de son fauteuil lentement avec toute la dignité de ses 70 ans tout juste atteints, a marché jusqu'à Léa, et s'est arrêtée devant elle. Pendant 16 ans, je t'ai assise à ma table, a-t-elle dit. Je t'ai défendu quand ma propre sœur m'a dit que tu étais froide. Je t'ai donné la bague de ma mère. Elle a tendu sa main ouverte. La bague. Léa, le souffle coupé, Léa, tremblante, a retiré l'ancienne bague de grand-mère de son doigt et l'a placée dans la paume de ma mère. Ce petit cercle d'or passant d'une main à l'autre a fait plus de bruit que tous les cris qui n'ont pas été poussés cet après-midi-là. Puis ma mère s'est tournée vers Romain, et là sa voix s'est brisée. Parce qu'une belle-fille est une chose, et le sang en est une autre. Je t'ai mis au monde. Je t'ai élevé en cousant la nuit. Ton père doit se retourner dans sa tombe. Elle a pris une profonde inspiration, s'est redressée, et a prononcé la phrase qu'aucun des présents n'oubliera jamais. Dans cette maison, nous pouvons manquer de pain, mais pas de vérité. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que pendant 8 mois, j'ai nourri à ma table 2 personnes qui m'ont pris les 2 choses. Romain pleurait. Léa cherchait aveuglément son sac à main. Adèle rassemblait les enfants dans la cour avec une force qui me brisait l'âme. Et je me suis approché d'elle au milieu de cet effondrement et je lui ai tendu le 2e dossier, celui qui m'avait tenu éveillé pendant 4 nuits avec sa lettre à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. Tout ce dont tu auras besoin, ai-je répondu. Des preuves, des dates, et un avocat qui connaît déjà l'affaire et ne te fera pas payer. Je te l'ai dit 2 fois, et je le répéterai. Ma porte est toujours ouverte à toi et aux enfants. Adèle a serré le dossier contre sa poitrine, a regardé une dernière fois son mari, et a quitté la maison avec ses enfants par la main sans dire au revoir à personne. La fête du 70e anniversaire de ma mère s'est terminée à 18h15 avec un gâteau à 3 étages à moitié mangé et une enveloppe blanche que personne n'avait plus besoin d'ouvrir. Mais ce qui s'est passé les jours suivants, quand le silence de cette table s'est transformé en conséquence, c'est ce qui m'a appris que la vérité ne met pas fin aux histoires. Elle les commence. On dit que les explosions font du bruit, mais les effondrements sont silencieux. J'ai prouvé cela la semaine suivant l'anniversaire de ma mère. Le lundi matin, Gaspard a déposé la requête en divorce pour faute prouvée. Il m'a appelé à midi. C'est fait, Olivier.
c'est dans le système. Maintenant, la partie ennuyeuse de la justice commence, qui est aussi la partie la plus sûre, la paperasserie. Et il avait raison. Parce qu'entre-temps, la partie humaine de l'effondrement a continué à tomber morceau par morceau, et aucun papier ne pouvait me protéger de cela. Léa a emporté ses affaires de la maison ce mardi-là pendant que j'étais sur le chantier. Cela avait été convenu par Gaspard. Pas de rencontre, pas de scène. Quand je suis rentré le soir, j'ai trouvé une maison avec ces vides étranges qu'une personne laisse derrière elle. Le placard à moitié vide, les étagères de la salle de bain nues, l'absence de son doux parfum dans l'air. Ce parfum que je savais maintenant d'où il venait et pour qui il était. Sur la table de la salle à manger. Elle a laissé les clés et une lettre de 4 pages que je ne transcrirai pas entièrement. Je ne partagerai que la dernière ligne parce que c'était la seule honnête. Je sais que tu gagneras au tribunal. Tu as déjà gagné dans la vie. Je le savais quand j'ai vu que même au pire de tes moments, tu n'étais pas comme nous. Je n'ai pas ressenti de victoire en lisant cela. J'ai ressenti de la pitié, une pitié profonde et fatiguée, du genre qui pèse sur les épaules. J'ai plié la lettre, l'ai mise dans le dossier de Gaspard parce que même le repentir, m'avait-il appris, a une valeur probante, et je suis allé dormir dans la chambre d'amis. Je n'ai plus jamais dormi dans le grand lit tant que j'ai vécu dans cette maison. Romain, pendant ce temps, vivait son propre tremblement de terre. Adèle a agi avec la précision de quelqu'un qui a passé des années à prendre des décisions difficiles dans un hôpital. En une semaine, elle avait un avocat, celui que j'avais recommandé par l'intermédiaire de Gaspard. Elle avait sécurisé les comptes des enfants et avait donné à mon frère une date limite pour quitter l'appartement. Il n'y a pas eu de cris, m'a-t-on dit. Il y a eu des listes. Et pour un homme qui a construit sa trahison sur des plans et des calendriers, il n'y a pas de punition plus exacte qu'une femme organisée. Il est allé vivre dans une chambre louée près de son bureau. Ma mère n'a pas ouvert la porte quand il a essayé de lui rendre visite. Je le sais parce qu'elle me l'a dit elle-même un dimanche alors que je réparais la fuite de la cuisine qui était en attente depuis des mois. Il est venu jeudi, a-t-elle dit sans cesser d'éplucher les pommes de terre. Il a frappé pendant 20 minutes. J'étais assise ici à l'écouter frapper. Et ma main ne tremble pas quand je te dis ça. Je n'ai pas ouvert. Elle a fait une pause, a mis les pommes de terre dans la casserole, et a ajouté plus doucement, j'ai demandé à Dieu de me pardonner, mais d'abord de lui apprendre ce que c'est que de frapper à une porte qui ne s'ouvre pas. Je frappais à la porte d'une vérité que vous me cachiez tous depuis 8 mois. Vous tous, ai-je demandé. Elle m'a regardé avec ses yeux de mère qui voit tout. Tu savais 18 jours avant, Olivier. Pendant 18 jours, tu m'as laissé être excité pour ma fête, sachant ce que tu savais. Et là, dans cette cuisine, j'ai reçu le seul reproche qui m'a vraiment fait mal dans toute cette histoire parce qu'il venait de la seule personne complètement innocente. Je me suis excusé. J'ai expliqué mes raisons, les preuves, les avocats, la peur que tout soit déformé. Elle a écouté, a hoché la tête lentement, et m'a dit quelque chose qui me reste encore aujourd'hui. Comprends, mon fils. Tu as rendu justice, et tu l'as bien fait. Je te demande juste d'apprendre une chose que j'ai apprise en enterrant ton père. La vérité a une date d'expiration. Si elle est gardée trop longtemps, elle empoisonne même celui qui la garde pour de bonnes raisons. Elle avait raison parce que ces 18 jours de théâtre avaient laissé en moi des marques que j'ai mis des mois à reconnaître. Je ne pouvais plus entendre un téléphone vibrer sans que mon estomac se serre. Je vérifiais 2 fois les serrures. Je dormais avec le carnet à côté de mon lit. La méfiance est comme la poussière des chantiers. On pense qu'on la secoue en partant, mais elle s'infiltre dans vos vêtements, vos poumons, tout. À la fin de ce mois, l'audience de conciliation est arrivée, qui est une procédure où la loi demande une dernière fois s'il y a quelque chose à sauver. Léa est arrivée avec un jeune avocat qui avait préparé un discours sur le partage équitable des biens matrimoniaux et les contributions de sa cliente au ménage. J'ai reconnu les mots immédiatement. Ils étaient les mêmes, presque mot pour mot, que les messages de Romain. Le plan, 1 an maximum, sortant maintenant de la bouche d'un avocat avec une cravate brillante. Gaspard l'a laissé parler pendant 5 bonnes minutes. Puis il a ouvert son dossier avec le calme d'un vieux chirurgien et a placé sur la table, une par une, les pages foliotées, les captures d'écran avec les dates, les détails du motel d'autoroute, les messages concernant mes 180 000 euros. La stratégie des reçus de contribution au ménage, écrite 8 mois plus tôt par l'amant de sa cliente,
et le joyau de la couronne, Olivier est de ceux qui préfèrent perdre de l'argent plutôt que de faire une scène. Le jeune avocat a perdu sa couleur à chaque page exactement comme Romain avait perdu la sienne à ma porte ce matin-là. Il a demandé un ajournement, a parlé avec Léa dans le couloir, et quand ils sont revenus, le mot « équitable » avait disparu de son vocabulaire. L'accord final a été signé des semaines plus tard et était celui que Gaspard avait projeté dès le premier jour. La maison a été vendue et de cette vente, Léa a reçu sa part légale, pas un sou de plus parce que face à la préméditation documentée, son avocat n'a même pas voulu s'approcher du procès. Mes économies, les 180 000 € de mon travail, sont restées intactes et reconnues comme ma propre propriété, documentées centime par centime. Le compte joint de 38 000 € a été divisé en deux comme la loi l'exige, et je n'ai pas lutté pour cette moitié. Certaines sommes d'argent sont trop chères à conserver. Le jour de la signature, Léa m'a attendu à la sortie du bâtiment. Elle était plus mince, sans la bague de ma grand-mère, les cheveux relevés comme le jour où je l'ai rencontrée. « Puis-je te dire une dernière chose ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Romain et moi avons rompu. Nous avons rompu la même nuit que l'anniversaire de ta mère. 8 mois à tout détruire, et nous n'avons pas survécu une seule nuit à la vérité étant connue. Elle a laissé échapper un rire triste en regardant la rue. Il s'avère que notre truc ne fonctionnait que dans l'obscurité. Nous étions des complices, Olivier. Nous n'avons jamais été un couple. Nous nous en sommes rendus compte trop tard. Et tu me dis cela pourquoi, ai-je demandé sans cruauté, avec une curiosité sincère. Pour que tu saches que tu n'as pas perdu face à un grand amour. Nous avons tous perdu face à un mensonge. C'est la seule chose que je peux t'offrir maintenant. Le compte rendu complet du désastre. Je l'ai regardé descendre la rue et je suis resté sur ce trottoir, comprenant la dernière leçon de mon divorce. Les traîtres ne parviennent même pas à garder ce qu'ils ont trahi pour obtenir. L'ego est un partenaire qui collecte tout et ne partage rien. Et Romain. Romain a signé son propre divorce 2 mois plus tard. Adèle a obtenu la garde des enfants, l'appartement, et une sérénité qui le hantait plus que toute sentence. J'ai entendu dire qu'il avait commencé une thérapie. J'ai entendu dire qu'il envoyait des fleurs à ma mère chaque semaine, qu'elle recevait et plaçait sur la tombe de mon père sans le lui dire. Et j'ai entendu dire par tante Consuelo que dans sa chambre louée, il n'avait qu'une seule photo, celle de nos enfants sur un vélo, lui s'accrochant à ma main. Un jeudi soir, des mois plus tard, j'ai reçu un message de lui, un nouveau numéro, sans nom enregistré, tout comme ce premier message qui a tout déclenché. Mais celui-ci disait quelque chose de différent. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande qu'un jour tu me laisses te demander pardon en personne. Même si ce n'est qu'une fois, même si tu dis non. Tu étais la personne que j'admirais le plus au monde. Tu le es toujours. Désolé. Voilà. Il m'a fallu toute une vie pour le dire. J'ai lu ce message 3 fois, tout comme j'ai lu cet autre, celui sur le parfum un samedi matin à 9h14. Et j'ai découvert que mes mains ne tremblaient plus, que mon estomac ne se serrait plus, que je pouvais lire les mots de mon frère et ressentir de la douleur sans ressentir de haine. Je ne lui ai pas répondu cette nuit-là. Je ne savais pas encore quel genre de porte c'était, si c'était une qui s'ouvre, une qui se ferme pour toujours, ou un troisième genre de porte que je ne connaissais pas encore. Mais en éteignant la lumière, j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois depuis longtemps, la décision m'appartenait entièrement, sans les plans de vie de personne d'autre, sans calendrier secret, personne ne comptant sur ma gentillesse comme sur un terrain. Ce que j'ai décidé de faire avec ce message et ce que j'ai trouvé quand j'ai finalement osé répondre, c'est la dernière partie de cette histoire, et c'est la partie qui m'a appris que la justice répare ce qui peut être signé. Mais seul le temps décide quoi faire de ce qui ne tient pas dans les papiers. Il m'a fallu 4 mois pour répondre au message de mon frère. Et ce n'était pas pour le punir. C'était parce que j'avais compris que certaines réponses, si elles sont données trop tôt, sont des mensonges, même si vous pensez qu'elles sont vraies. En ces 4 mois, ma vie a pris sa nouvelle forme, comme l'eau le fait lorsqu'elle change de contenant. La maison a été vendue à un jeune couple attendant leur premier enfant. Le jour de la remise des clés, j'ai parcouru les pièces vides une dernière fois et j'ai découvert quelque chose que je n'attendais pas. Cela ne faisait pas mal. Les maisons gardent des histoires, mais elles ne sont pas les histoires. J'ai pris mes outils, mes livres, le carnet de ces nuits-là, et j'ai fermé la porte sans regarder en arrière. Avec ma part de la vente et mes économies intactes, j'ai fait quelque chose qui m'a surpris moi-même.
Je n'ai pas acheté la maison en bord de mer. C'était le rêve d'un mariage qui n'existait plus. Et hériter des rêves d'une personne décédée est une façon de ne jamais l'enterrer. Au lieu de cela, j'ai acheté un terrain en périphérie avec de vieux arbres et une vue dégagée et j'ai commencé à construire ma propre maison de mes mains. Lentement, le dimanche, sans hâte. Un ingénieur qui avait passé 20 ans à construire pour les autres, construisant enfin quelque chose pour lui-même. Ma thérapie a coûté exactement le prix du ciment. Et c'est là, sur ce terrain, que Françoise est réapparue. Je veux être très honnête sur cette partie parce que j'ai du respect pour vous et pour la vérité de cette histoire. Ce n'est pas une romance. Françoise était une amie à moi et à Gaspard depuis le lycée. Architecte, veuve depuis 6 ans. C'est Gaspard qui lui a parlé de ma construction, et elle est arrivée un dimanche avec des plans sous le bras et une critique féroce de l'orientation de mes fenêtres. Tu auras le soleil en pleine figure tous les matins, a-t-elle dit. Certaines personnes paient pour ça, ai-je répondu. Certaines personnes n'ont jamais pris de petit déjeuner avec le soleil dans les yeux, a-t-elle répondu et est restée pour aider. Depuis, elle vient presque tous les dimanches. Nous nous disputons sur les poutres, sur les fenêtres, sur la vie. Elle m'a appris qu'il ne faut pas se précipiter avec les murs, et je lui ai appris à faire du café comme mon père. Je ne sais pas ce que c'est. Cela n'a pas encore de nom, et je n'en cherche pas. À mon âge, après ce que j'ai vécu, j'ai appris que les bonnes choses n'ont pas besoin de nom pour être vraies. Elles ont besoin de temps. Et le temps est exactement ce que j'ai en abondance maintenant parce que personne ne me le vole plus. Ma mère vient une fois par mois inspecter la construction avec sa nouvelle canne et ses opinions habituelles. La blessure de l'anniversaire s'est cicatrisée de travers, comme le font les blessures à 70 ans. Elle est fermée, mais quand le temps change, elle fait mal. Un dimanche, en regardant Françoise se disputer avec moi à propos de l'escalier, elle a dit doucement. Cette femme te contredit sur tout. Je sais, maman. Bien. L'autre était d'accord avec toi sur tout et nous avons vu ce que ça a donné. Et elle a continué à boire son café comme si elle n'avait rien dit avec cette sagesse des vieilles mères qui tient entièrement en des phrases de 10 mots. Adèle et les enfants sont présents. Mes neveux ont une chambre attribuée dans les plans de la nouvelle maison. Ils l'ont exigé eux-mêmes avec le droit de choisir la couleur. Adèle a reconstruit sa vie avec une tranquillité admirable. Elle a été promue à l'hôpital et il y a un médecin collègue qui la courtise avec la patience d'un homme bon. Un dimanche, elle m'a dit pendant que les enfants grimpaient aux arbres sur le terrain, « Sais-tu la seule chose pour laquelle je suis reconnaissante dans tout ça ? Que la vérité me soit venue de ta main et non par des commérages. Tu m'as donné la dignité de savoir avant le voisinage. On ne peut pas mettre de prix là-dessus, Olivier. » Et j'ai pensé à cet après-midi au supermarché où j'étais sur le point de lui dire entre les sacs et les enfants. Et j'ai silencieusement remercié d'avoir attendu. Et Léa. Je l'ai vue une fois de plus de loin dans une pharmacie. Elle va bien, autant que je sache. Elle travaille, vit avec sa sœur. Je n'ai pas ressenti de ressentiment en la voyant et je n'ai pas ressenti de nostalgie non plus. J'ai ressenti ce que l'on ressent quand on passe devant une maison où l'on a vécu il y a longtemps. La certitude tranquille que les clés ne sont plus les vôtres et que c'est bien ainsi. Et nous en arrivons à Romain. J'ai répondu un jeudi, précisément un jeudi, parce que même les jours de la semaine doivent être revendiqués. J'ai écrit, je suis sur mon terrain dimanche à partir de 8 heures. Apporte des bottes. Il y a du travail. Il est arrivé à 8h10, est sorti de la voiture avec de nouvelles bottes achetées pour l'occasion, et s'est tenu à l'entrée du terrain, n'osant pas traverser. Exactement comme ce matin à ma porte, seulement cette fois sans fleurs et sans mensonges, les mains vides et la vérité complète. Nous nous sommes regardés un long moment et j'ai pointé le tas de planches et j'ai dit la seule chose qui me soit venue à l'esprit de dire à mon frère après tout. Ces poutres ne vont pas se porter toutes seules. Prends l'autre bout. Et nous avons travaillé pendant 4 heures presque sans parler, portant du bois, mesurant, clouant, parce qu'il y a des conversations que 2 frères ne peuvent pas avoir avec leur bouche mais peuvent commencer à avoir avec leurs mains. À midi, assis sur les sacs de ciment en sueur, il s'est excusé avec des mots complets, me regardant dans les yeux sans faire d'excuses, sans attribuer de blâme. Il a pleuré comme je ne l'avais pas vu pleurer depuis les funérailles de notre père. Et je l'ai écouté jusqu'à la fin et je lui ai dit la vérité. Je te pardonne, Romain, mais comprends bien ce que je te donne parce que ce n'est pas ce que tu penses. Le pardon n'est pas une clé pour la nouvelle maison.
C'est juste une décision de ne pas porter ta culpabilité moi-même. Ce qui est cassé est cassé. Si nous redevenons un jour de vrais frères, ce ne sera pas parce que je t'ai pardonné. Ce sera parce que toi, jour après jour, année après année, tu deviendras quelqu'un en qui on peut de nouveau avoir confiance. Et cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de toi et d'un maçon qui ne rate jamais le temps. Il a hoché la tête, s'est essuyé le visage avec sa manche, et a demandé s'il pouvait venir le dimanche suivant. Je lui ai dit que celui qui veut construire se lève tôt. Il vient depuis lors, presque tous les dimanches. Ce n'est pas ce que nous étions. Peut-être que ça ne le sera jamais. Mais l'autre jour, je l'ai vu enseigner à mon neveu à marteler et à clouer droit avec la même patience avec laquelle je lui ai appris à faire du vélo. Et j'ai compris que les familles ne se reconstruisent pas. Elles se refondent sur de nouveaux plans avec les fissures bien visibles. Pour ne jamais oublier où la structure a failli. La maison sera prête pour le prochain Noël. Ma mère a déjà annoncé que le dîner y serait organisé pour inaugurer la table avec la vérité, a-t-elle dit. Et je pense parfois à cet Olivier qui, un samedi matin, tenait une tasse de café devant une fenêtre, croyant avoir tout compris, ne sachant pas qu'un message était sur le point de briser sa vie en deux. Et j'aimerais pouvoir lui dire quelque chose. Lui dire que tu vas souffrir comme tu ne peux pas l'imaginer. Tu vas perdre ta femme, ton frère, ta maison, et même tes souvenirs. Mais écoute attentivement, tu ne vas pas te perdre toi-même. Tu vas découvrir que le calme qu'ils ont pris pour de la faiblesse était en fait une fondation. Qu'un homme bon n'est pas celui qui ne sait pas se défendre. C'est celui qui se défend sans devenir comme ceux qui lui ont fait du mal. Parce que c'est, en fin de compte, ma seule vraie victoire. Ce n'étaient pas les papiers de divorce, ni les 180 000 € protégés, ni d'avoir eu raison devant toute la famille. Ma victoire a été de sortir de cette guerre sans jamais être devenu comme eux. J'ai répondu à un mensonge par une vérité. J'ai répondu à 8 mois de trahison par 18 jours de patience. J'ai répondu à un plan pour tout me prendre par la seule stratégie qui ne échoue jamais, ne pas devenir quelqu'un que je ne suis pas. Si je vous laisse quelque chose de mon histoire, que ce soit ceci. Quand la vie vous met une trahison devant les yeux, ne vous précipitez pas. La douleur crie, mais la dignité murmure, et il faut se taire pour l'entendre. Ne répondez pas le premier jour. Ne décidez pas avec des mains tremblantes. La vérité est patiente parce qu'elle sait qu'elle gagne toujours. Et il faut apprendre à être patient comme elle. Celui qui a trahi, vous avez déjà perdu dès le moment où vous avez menti. La seule chose que vous pouvez perdre après cela, c'est vous-même. Ne les laissez pas faire. Et encore une chose, la dernière, la gentillesse n'est pas de la naïveté. La gentillesse avec de la mémoire, des limites et de la dignité est la force la plus sous-estimée du monde. Ils comptaient sur ma gentillesse comme quelqu'un compte sur un terrain tranquille. Ils ont oublié un détail. Je suis ingénieur et il n'y a personne de plus dangereux qu'un homme bon qui sait exactement quel poids chaque poutre peut supporter.